Dans l'épisode 13, on se quittait sur la découverte de la magnifique ville de Florence, à travers l'architecture, les jardins, la gastronomie et l'art notamment. Après avoir visité Pise, en passant par Lucca et Florence, il est temps pour nous de quitter les villes et de découvrir la Toscane dans un autre registre. Nouvelle vidéo, nouvelle découverte. On vient de quitter Florence où on a passé une semaine et on descend maintenant tranquillement jusqu'à Sienne en passant par des petits villages typiques de la Toscane. On est arrivé à San Miniato et ça fait vachement bizarre parce qu'avant-hier on était en terrasse, il faisait 15 degrés, on mangeait une pizza dehors, c'était trop sympa. Et là, il fait -2, ressenti -10 à cause du vent. C'est plutôt froid. Bon allez, malgré le froid, on va quand même aller visiter. C'est parti! On se rend pas compte parce qu'il y a des accalmies, mais on est en vigilance orange au niveau du vent. Donc ça va être plutôt difficile de faire voler le drone, je crois. Bon, je sais pas si tu m'entends, mais il y a officiellement trop de vent pour les images au drone. Va falloir que je revienne plus tard. Hier soir, on a eu la mauvaise surprise d'apprendre qu'après plus de 3 semaines passées en zone jaune, donc en risque modéré, donc avec des mesures anti-Covid allégées, la Toscane vient de repasser pour 5 jours en zone orange, donc les mesures se durcissent. Clairement, je pense qu'on a fait Florence au bon moment. On en a bien profité. Du coup, vu que les mesures se durcissent, ça implique beaucoup de choses. Entre autres, on conserve le couvre-feu de 22h à 5h, mais entre nous, c'est pas ce qui nous gêne le plus. À ces heures-là, on n'est jamais dehors, nous. Les musées qui avaient pu rouvrir quand on était en zone jaune sont à nouveau fermés en zone orange, donc pour l'instant, tant qu'on reste en Toscane, plus de musées pour nous. Les restaurants referment, il reste plus que les plats à emporter, donc quand je te dis qu'à Florence on en a bien profité, je te mens pas. Mais surtout, ce qui nous embête le plus, c'est l'interdiction de se déplacer entre les régions et aussi entre les communes de ces mêmes régions. En gros, on est techniquement obligé de rester sur place. Bon, j'ai finalement pu le faire voler ce drone, et ça valait le coup. On est techniquement obligé de rester sur place, ok, mais actuellement on est dans un village où c'est compliqué de rester en autonomie. Clairement, on n'a trouvé aucun endroit pour se remplir en eau, il n'y a pas de station de GPL, on n'a pas trouvé non plus de supermarché ou de petits primeurs pour acheter des fruits et légumes, bref c'est compliqué. Donc dans tous les cas, on va devoir bouger. Après, est-ce qu'on va changer de région? Est-ce qu'on va trouver une commune où il y a toutes les commodités pour se poser le temps que la situation change? Ce qui peut aussi prendre très longtemps, ça on sait pas. Dans tous les cas, malgré les options qui s'offrent à nous, rester en zone orange est un gros problème en tant que voyageur, parce qu'on est vraiment limité. Mais après, c'est partie du jeu, hein. Il faut qu'on fasse au mieux avec les règles qui nous sont imposées. Par ce grand froid, quoi de mieux qu'un petit cappuccino pour se réchauffer. Ça me permet de te partager l'expérience qu'on tire de ce voyage en temps de Covid. C'est important de ne pas prévoir à long terme ton voyage parce que dans ce contexte-là, la situation peut changer très vite. Chaque semaine, chaque jour, les frontières s'ouvrent, se ferment. Parfois, on peut se déplacer d'une région à une autre, parfois non. Pareil pour les communes, ça change tout le temps. Pour notre part, avant cette annonce, on comptait rester plus longtemps en Toscane, prendre notre temps. Mais au final, on va peut-être devoir partir soit en Lazio, la région où se trouve Rome, soit en Émilie-Romagne, qui sont actuellement des zones jaunes. Mais là encore, c'est compliqué parce que la situation est réévaluée chaque semaine, qui nous dit qu'à la fin de la semaine, donc samedi, le jour de la réévaluation, l'une de ces deux zones ou ces deux zones repasseront en orange ou en rouge. Ça, on sait pas. Et oui, voyager dans ce contexte c'est plus compliqué parce que tu peux rien prévoir. Il faut savoir s'adapter et rester flexible. C'est un peu déconcertant au début, mais on n'a pas autre choix que d'apprendre à voyager avec ces contraintes-là. Mais ça n'en fait pas pour autant de mauvaise expérience, ça donne juste une autre dimension à ce voyage. Il y a des restes de neige dans le Chianti, même sur la route. C'est plutôt original ça.
Il y a vachement plus qu'en bas en fait là. Ouais, ça commence à faire un peu peur. À s'épaissir. C'est vrai qu'on est un peu étonné de trouver de la neige, mais en fait quand on y pense, il y a 2 jours à peine, il faisait -5, -6 degrés, ressenti -11 ou -12, je sais plus. Et il a pas fait si chaud en fait hier et aujourd'hui. Bon, maintenant il y a du soleil donc il fait bon. Mais du coup, c'est la première fois qu'on va des oliviers sous la neige. C'est plutôt déroutant, je trouve. Non. Putain, tu veux... Non, non, non. Il a des toutes prêtes. C'est trop bizarre, tu te dis que l'olivier c'est le symbole de la chaleur, du soleil, c'est l'été quoi. Et tu trouves de la neige aux pieds. Je crois que ça a refait ma journée. Il n'y a plus de saison. Il n'y a plus de saison. Bon, c'est vrai qu'il en restait plus tant que ça, mais le Chianti sous la neige, c'est vraiment quelque chose de particulier. Après San Miniato, on est arrivé à San Gimignano, un village médiéval super bien conservé, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, après on commence après à être un petit peu confronté au même problème qu'en Ligurie. Les boutiques sont en partie fermées et on croise pas grand monde dans les rues. Ici, il y a plusieurs tours maisons, comme celle-ci, qui étaient construites par les familles de nobles. Vous pouvez les construire comme ils voulaient, il n'y avait qu'une seule règle. Aucune tour ne devait être plus grande que la tour de la mairie. Bon, maintenant qu'on est arrivé tout en haut de San Gimignano, on va pouvoir redescendre tranquillement pour retrouver Rémi. Juste là-bas. Le chemin pour descendre n'était pas facile, mais on s'adapte. Et on profite des derniers rayons du soleil pour jouer encore un peu avec la neige. J'ai visé la case. Je sais plus, je sais pas viser. Je suis emballée. Peut-être qu'au fond j'avais envie de te dégommer la tête. Le lendemain, on avait prévu d'aller à Volterra, bien connu pour la vue que ce village offre sur la vallée. Mais vu la météo, on a préféré prendre une journée off. Et on a même fait des maquis. Ça faisait longtemps. Bon, je t'avoue que c'est pas du tout les plus beaux qu'on ait fait, mais on va quand même se régaler. Et le lendemain, ça s'est bien découvert. Donc ça a pas mal dégagé le spot dans lequel on est passé la journée précédente. Bon, je t'avoue que Volterra ne m'a pas beaucoup inspiré, et j'ai pas trop osé filmer non plus à cause des carabinieri à chaque coin de rue. On voulait pas non plus forcément se faire remarquer. En s'arrêtant pour manger au pied d'un autre village, le village de Colle di Valdelsa, on s'est dit qu'on en avait un petit peu marre de visiter des villages médiévaux, donc on a décidé de prendre la route pour Sienne. Mais sur cette route, on a aperçu le petit village de Monteriggioni, qui nous semblait tout mignon, très sympa, tout petit. Donc, on y est en fait.
Finalement, on avait fait de s'arrêter à ce village parce qu'en fait, il y a toute une promenade qui parcourt le village à l'extérieur et à l'intérieur. Ça nous change un petit peu des autres où au final, on rentrait par les remparts et on se promenait dans les rues. Donc c'est un peu plus guidé. Du coup, ça nous change un peu. C'est joli, mais en même temps, c'est lugubre. Il n'y a personne, c'est presque un peu flippant. Ouais, c'est triste. Monteriggioni, c'est vraiment un tout petit village et en plus c'est hyper aéré, ça change vraiment des autres villages. Pour te dire, là il y a le rempart et là aussi. Donc on voit tout le rempart tout traversant. Donc c'est beaucoup moins chargé que les autres villages qu'on a fait avant, c'est vraiment rafraîchissant pour le coup. On vient d'arriver à Sienne. Ça va un peu nous changer des villages médiévaux de ces derniers jours, je crois que je commençais un petit peu à saturer. Au programme à Sienne, visite de cette ville et en fin de journée, on récupère un colis. Dans notre situation de voyageur et avec ce contexte sanitaire, on fait jamais trop les malins quand on passe devant un poste de police. Et pourtant... Bon, tu veux qu'on en parle des carabinieri qui toquent à notre porte? C'est clair, 18h, tranquille. Sur nos PC en train de bosser. En train de bosser tranquillement. Et toc toc toc, qui est là? Les carabinieri. Ouais, bon on les avait vus passer une fois. Et... On s'est demandé s'il valait mieux pas partir. Et au final, ils sont redescendus, ils sont venus. Ils ont ouvert la porte. Non, on leur a ouvert la porte parce qu'ils vont quand même pas forcer notre camping-car. Ils ont demandé nos papiers. Leur a demandé si on avait le droit ou pas d'être ici. Ils nous ont dit que oui, on avait le droit d'être là. On leur a passé nos passeports, notre permis de conduire. Ils ont fait des vérifications dans leur véhicule. C'était très long. C'était très long. Et ils nous ont ramené les papiers. Ils nous ont dit que tout était en règle et que c'était bon, qu'on pouvait rester. Et ils sont repartis. Oui, ouais. À nous la liberté. C'est clair. Du coup, ce contrôle de la police nous a fait un petit peu relativiser sur notre rythme de la semaine vis-à-vis du Covid. Directement après l'annonce du passage de la Toscane en zone orange, on hésitait soit à partir rejoindre une zone jaune, soit à continuer notre tranquille descente dans la Toscane, direction le sud de l'Italie. On a eu le temps d'échanger un petit peu avec ces gendarmes, et le fait qu'ils nous aient contrôlés sans nous donner d'amende et en nous disant que tout était ok, nous a conforté dans l'idée de suivre notre deuxième option, et donc de continuer de descendre tranquillement en Toscane, en direction du sud de l'Italie. Donc, on continue d'avancer à notre rythme. Revenons juste un peu en arrière dans cette journée. J'ai autre chose à te raconter. Allez, let's go récupérer le colis. Bon je crois que ça va être plus compliqué que prévu pour récupérer notre colis. Je vais rapidement te raconter l'histoire des aventuriers du colis perdu. Tu comprendras peut-être la référence. À la poste centrale de Sienne, on devait récupérer notre colis, on s'est heurté à une petite difficulté. Une employée de la poste qui n'était pas du tout disposée à nous aider. Cette femme, elle a été ignoble avec nous, sous prétexte que, et je cite, « On est en Italie, il faut parler italien ». Elle nous disait aussi qu'elle avait pas le colis, du moins c'est ce qu'on a compris par transparence avec le français. Donc clairement, il était impossible d'échanger avec elle, elle en venait même à nous ignorer quand on essayait de traduire sur nos téléphones en italien. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on connaît quelqu'un en Italie qui parle très bien italien, que l'on a appelé et qui se proposait de faire l'interprète, mais elle a rien voulu savoir. C'était clairement un moyen de résolution de ce problème, mais il y avait rien à faire, c'était un vrai sketch, elle ne voulait pas du tout nous aider. Bon d'ailleurs, Tiffen, si tu passes par là, merci encore d'avoir essayé de nous aider. Bref, apparemment elle n'a pas votre colis. Bon ok. Mais malgré tout ça, on a réussi tant bien que mal à récupérer un numéro de téléphone, un standard pour appeler pour des questions sur les colis, que l'on a réussi à appeler grâce au téléphone d'un petit snack dans lequel on avait mangé le midi même. Et on a fini par apprendre que notre colis était finalement à Monteriggioni. Je sais pas si tu te souviens, mais c'est le petit village médiéval qu'on avait visité la veille. Donc, pour conclure, on est reparti de Sienne sans le colis qu'on était venu chercher. Bon, on vient d'arriver à Monteriggioni. C'est peut-être la résolution de cette histoire? La réponse est non, ok? Donc il n'est pas à la poste de Monteriggioni comme on le pensait. En fait, il est dans une société externe de livraison à Monteriggioni. Enfin, du moins, pas dans le centre de la commune, mais dans la commune élargie de Monteriggioni. Donc on va voir ça et on espère enfin
qu'on va récupérer notre colis. Bon, le jeu de piste continue, mais on avance quand même. Chez ce transporteur, on a réussi à récupérer un nouveau numéro de suivi de colis, le numéro italien et pas le numéro français. Et devine où se trouve le colis? Ouais, au bureau de poste où on est allé la première fois, au bureau de poste central de Sienne. Donc on y retourne, on espère ne pas tomber sur la même conseillère que la dernière fois et enfin récupérer notre colis. Bon, la journée est passée, on a finalement quitté Sienne. Ça a pris un peu de temps, mais on a récupéré le colis. Oh, notre tasse éléphant. Le Draus. Mon livre. Pour le thé de chai. Toute cette histoire pour quelques affaires très utiles qui nous manquaient. Ça valait le coup, mais franchement, on se serait bien passé de toutes ces complications. On a eu d'autres galères cette semaine, notamment un tiroir qui s'est ouvert et complètement fracassé en prenant un virage. Heureusement, on a pu le remonter. Et aussi un PC qui est tombé contre une porte de placard et a fait un trou dedans. Ça fait beaucoup en peu de temps, il est temps de se poser et de prendre le temps de se reposer et on a trouvé le lieu idéal pour ça. Je t'en dis plus dans la vidéo de la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite. Arrivederci.